RCN. Le son de la différence. Le club des Ferrovipates sur RCN. Martin Gros-Demange. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission du Club des Ferrovipates. Aujourd'hui, on va retourner assez loin dans l'histoire du ferroviaire. Retour en 1870 à l'aube de la guerre de 1870 qui va conduire à l'annexion de l'Alsace-Moselle. Et donc évidemment, beaucoup de changements pour le réseau ferré de la région. C'est donc le grand thème de cette émission. On en parle dans un instant avec mon invité qui est ancien professeur d'histoire et qui s'intéresse depuis de très nombreuses années à la ville de Pagny et donc de sa gare. Bonjour Jean-Marie Vance. Merci, bonjour à vous et puis merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous allez donc nous raconter l'histoire de la gare de Pagny-sur-Moselle lors de cette période particulière pour nos chemins de fer. Je vous parlerai également du dernier rapport du COI, le Conseil d'orientation d'infrastructure, qui nous alerte sur les financements réalisés au niveau du ferroviaire dans les toutes prochaines années. On en parle d'ici midi et puis nous ferons un point également sur les nombreuses actualités ferroviaires et pas que, de transport en commun, donc aux environs de Nancy d'ici 11h30. Vous êtes bien sur RCN, dans le Club des Ferrovipates. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. RCN, le Club des Ferrovipates. Je voulais commencer par une petite question au sujet donc de Pagny-sur-Moselle. Est-ce que pour vous, l'histoire de Pagny-sur-Moselle est rythmée par sa gare et son histoire ? Oui, effectivement, puisque il y a eu 4 gares successives à Pagny, et la première date de 1850. Alors, pour ce bourg qui était Pagny, bourg agricole, c'était une véritable, comment on peut dire, une véritable découverte, puisque on pouvait aller dans la journée, aller-retour à Metz ou à Nancy. Alors ça, c'était, assez formidable. Et puis, il y a eu une première gare qui a été construite, qui a servi jusqu'à la guerre de 1870 et donc, le gros événement, c'est la guerre de 1870 et, évidemment, l'occupation allemande à Pagny. La gare est devenue gare frontière. Voilà, donc on va y revenir justement. Donc le 19 juillet 1870, la guerre franco-prussienne est déclarée. Et donc la France est vraiment mal préparée militairement à cette guerre. L'Allemagne prend rapidement le dessus militairement, mais également au niveau du ferroviaire. Ils sont beaucoup plus efficaces et stratégiques dans l'utilisation du chemin de fer que les Français. Le 15 juillet, le ministre des Travaux publics ordonne par décret aux compagnies ferroviaires de mettre tous les moyens dans la guerre. Et en 10 jours, la Compagnie de l'Est achemine 574 trains transportant donc 200 000 hommes et 32 000 chevaux dans des organisations un petit peu complètes, sans destination précise. Et à Pagny, dès ce début de guerre, est-ce qu'il y a déjà des changements d'utilisation de la gare ? Alors, disons que la présence allemande en tant que telle, c'est une présence militaire au départ, qui se déroule du 14 août 1870 jusqu'en septembre 1873. Après, donc, les troupes allemandes vont vers Metz, et à Pagny, il n'y a pratiquement plus rien, sauf quelques convois qui arrivent encore. Voilà. Alors, c'est donc après le traité de Francfort que Pagny va devenir gare frontière. Voilà. Avec tout ce qui s'ensuit avec. Voilà, donc on va y revenir de cette période d'occupation allemande. Donc Pagny qui a vraiment une très grande importance à cette époque-là au niveau ferroviaire, donc gare frontière. Toujours pendant cette guerre, j'ai fait la découverte d'une ligne qui a été construite en 1870 par les Allemands, la ligne de Rémilly à Pont-à-Mousson. Quelle était l'utilité de cette ligne ? Alors c'est une ligne qui a été construite extrêmement rapidement, trop rapidement en fait, puisqu'il n'y avait pas d'assises
suffisante pour les trains. Et en plus, elle allait vers Pont-à-Mousson et très vite, cette zone-là a été dépassée puisque la guerre s'est transportée, si j'ose dire, vers Metz. Et le siège de Metz et la défaite de Sedan, etc. Donc, à ce moment-là, Pagny n'a plus joué véritablement un rôle très, très important au niveau de la gare. Donc cette ligne Rémilly-Pont-à-Mousson, elle n'a pas duré très longtemps, Non, quelques mois seulement. Quelques mois, ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a retrouvé quand même des vestiges, quelques traverses, des talus. Ouais. Des talus, ouais. Quelques endroits où il y avait encore du ballast, etc. Les Allemands, quand ils prennent possession du chemin de fer alsacien, mosellan, ils arrivent avec leur propre train, il me semble. Oui. Puisque, bon, il y a eu, si vous voulez, un retrait des trains français vers l'intérieur. Et finalement, le Pagny, donc, étant occupé, on ne voyait plus l'intérêt d'amener de l'armement et Bien sûr. Et les Allemands, bien entendu, se sont installés à Pagny et se servaient sur place au niveau... Bon, les Pagnotins ont dû payer des rançons, quoi, pour, etc. Et voilà. Et les Allemands se servaient, bien entendu, sur le tas, c'est-à-dire qu'ils réquisitionnaient déjà... voilà. Avant que la guerre se termine, avant le traité de Francfort, les Allemands avaient déjà remis des trains en circulation pour les civils ? Alors, ça, je ne le sais pas. Je vois pas. Puisque, en fait, l'occupation allemande, les armées allemandes se sont déplacées vers Metz, Sedan, et après, sur Paris, Reims. Donc, Pagny a été un peu délaissé. Donc justement, il y a eu ce traité de Francfort, donc à partir de là, donc c'était les chemins de fer impériaux d'Alsace-Moselle, comme ils ont été appelés, donc qui régissaient notamment sur la ligne Nancy-Metz, où se situe donc Pagny-sur-Moselle, qui a été désignée comme gare frontière. Justement, venons-en à cette gare frontière. Comment s'organise une gare frontière ? Alors, comment je vous dirais, moi, au traité donc, de Francfort, en 1973, il y a eu, si vous voulez, Thiers, qui était président de la République, a lancé un emprunt pour que les Allemands quittent le territoire français. Et en fait, la présence militaire allemande à Pagny a cessé en septembre 1973. Et après, ça a été donc une présence civile, donc de septembre 1873 jusqu'en 1918, avec une date clé, on va le voir, en 1914. Alors, ce qui est intéressant dans cette période 73-14, c'est que la gare, il a fallu reconstruire une autre gare qui était la première étant obsolète. Trop petite aussi. Trop petite. Et il fallait donc des structures complètement différentes. Et bien entendu, Pagny étant gare frontière, les trains allemands s'arrêtaient à Pagny et les trains français s'arrêtaient également à Pagny. Voilà. Alors, à Pagny, donc, grouillaient, si j'ose dire, des employés de chemin de fer allemands qui côtoyaient donc les employés français, les services des douanes, puisqu'il y a eu un service de douane qui était installé donc, dans la gare même de Pagny, et les services de police. Donc il y avait beaucoup de bâtiments, en tout cas pour... Alors, effectivement, j'ai noté, si vous voulez, que les travaux
parce que la première gare étant devenue obsolète, il a fallu en construire une. Alors, c'est bien entendu la compagnie des chemins de fer de l'Est qui va se mettre au boulot avec le ministère, conjointement avec le ministère des Travaux publics, qui décide la construction d'une nouvelle gare un peu plus loin que la première. Alors, les travaux débutent en 1871, donc il n'y a pas eu de temps mort. Ça a été rapide. Ça a été très rapide, et la gare est terminée pratiquement fin 1872. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve, comme dans toutes les gares, les bureaux du personnel, la billetterie, les halles marchandises, un corps de garde, puisqu'il y avait des gardes qui surveillaient cette frontière, et les bureaux des agences en douane. Alors, les bâtiments, il a fallu les construire très vite, donc il s'agissait de bâtiments d'une ossature en bois, laquelle était remplie de briques. Donc ça permettait d'arriver... voilà. Alors après, il y a eu 2 petits bâtiments qui ont été adjoints, côté Nancy, à savoir, les WC, puisqu'ils étaient nécessaires, et la lampisterie, c'est-à-dire là où étaient stockées les lampes, les lanternes nécessaires au train. Et cette nouvelle gare internationale occupe environ 150 personnes, dont 40 bureaucrates, c'est-à-dire des administratifs. Les autres, voilà. Ça fait beaucoup de personnel. Ça fait un personnel très, très important. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la gare de Pagny sert d'entrée en France, du côté messin, si vous voulez. Alors, c'est la principale porte d'entrée pour les voyageurs venant de Moselle. Alors, j'ai noté, moi, dans mes recherches, en 1873, on note le trafic de 141 000 voyageurs. En 1974, 141 200. Alors ça, c'était donc très très important. Et du fait que les trains allemands n'allaient pas au-delà de la frontière, il y avait des correspondances qui étaient pas toujours bien assurées. Conséquence, il fallait des salles d'attente, et la compagnie des chemins de fer de l'Est a autorisé la construction d'un buffet de la gare. Et très rapidement, le buffet de la gare et la gare ont été électrifiés par l'usine des charbons Fabius-Henrion, qui venait également de s'installer après cette guerre de 70. Alors, on trouve un buffet de la gare, les bureaux des douanes, bien sûr, et une librairie, ce qui n'est pas anodin, puisque dans les archives, apparemment, il est dit que très très rapidement, les employés étaient submergés par le nombre de bouquins qui transitaient par Pagny. Alors, très rapidement, après, dès 72, il y a un projet de construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui a été immédiatement validé par la Compagnie de l'Est en 1872. Alors, vous voyez que c'est très rapide. C'est très, très rapide. Alors, cette ligne doit rejoindre Nancy en évitant le territoire annexé. C'est-à-dire que, donc, cette ligne va longer la frontière à l'ouest pour aller jusqu'au nord de la France et en Belgique. Alors pourquoi cette ligne ? Bien tout simplement
pour aller récupérer le charbon qui était nécessaire et le minerai de fer que les Français ont réussi à sauver, le bassin de Briey et tout ça, pour alimenter la sidérurgie de Pompée, puisque Pompée est particulièrement bien connu, puisque c'est les aciers de Pompée qui ont servi à construire la Tour Eiffel. Hein. Alors, il y a Pont-à-Mousson, sidérurgie, Pompée et Neuve-Maisons. Donc, c'est une ligne qui a été construite après l'annexion. Et ceci pour éviter les problèmes. Alors, une petite anecdote. Comme les trains allemands n'allaient pas au-delà de Pagny, que les trains français n'allaient pas au-delà de Pagny, il y avait 2 horloges. Une horloge qui indiquait l'heure française, et une horloge allemande avec une heure de retard, puisque l'heure n'était pas la même en Allemagne, et donc c'était un... Voilà. Alors, étant donné l'importance du trafic, eh bien, il y a un projet d'agrandissement de cette gare qui est établi le 26 mars 1912. Alors, avec un aménagement d'un dépôt, avec des remises, des bâtiments pour remiser à la fois des locomotives françaises, il y en avait, c'était prévu pour 12, et 2 machines allemandes. Alors, dans ce dépôt, il y avait une plaque tournante qui servait donc à faire demi-tour au pour garer les trains. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'il faut ajouter, puisque c'est une des particularités de Pagny, c'est que en octobre 1871, un commissariat spécial de police est créé à Pagny dans les locaux de la gare. Alors, avec la mission de surveiller toutes les routes frontalières et tous les chemins aboutissant à la frontière. Alors, ça allait depuis, grosso modo, presque Jarny, jusqu'à près de Nomny, par là. Et c'était Schneebele qui était donc chargé de... Alors, j'ai feuilleté un peu les archives, puisque Guillaume Schneebele a rédigé près de 400 rapports du temps qu'il était là, 400 rapports rédigés de sa main, avec, bien entendu, tous des détails. En fait, il occupait ce poste-là, mais il avait des correspondants à l'étranger pour l'espionnage. Et c'était le cas beaucoup aussi inversement avec des... Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui pouvaient passer légalement et qui allaient se balader, du côté de Verdun, avec les forts, qui étaient en construction, tout autour de Metz, la ceinture des forts de Metz, et Toul. Et donc, il y avait une perméabilité de la frontière. Donc ça, c'est pour toute la partie d'occupation allemande jusqu'en 1914. Dans quelques instants, on va reparler du coup de la deuxième période, de 1914 jusqu'à 1944. Juste avant, on parlera aussi des actus de transport et transport en commun, donc autour de Nancy. On revient dans un instant dans le Club des Ferrovipates. 11h, midi, le Club des Ferrovipates sur RCN. Allez, on reparle dans quelques instants de la gare de Pagny et des transports dans la région d'Alsace-Moselle. Au temps des différents conflits entre la France et l'Allemagne. Juste le temps de faire un petit tour des actus transports sur Nancy. Ça fait 2 mois qu'on n'en a pas fait parce que lors de la dernière émission, on n'avait pas eu le temps. Et pour commencer, une très bonne nouvelle pour ceux qui ont connu les déboires du tram de Nancy. Ça fait 20 ans qu'on attend cette nouvelle. Ça y est, la retraite du tram de Nancy est enfin annoncée pour le 12 mars prochain. 2 lignes de bus de substitution viendront remplacer le tram durant les 15 mois de travaux annoncés.
pour une mise en service du trolleybus espérée à la rentrée de septembre 2024. Donc un trolleybus sur lequel nous avons déjà quelques précisions. Tout d'abord sur le tracé qui restera identique à l'actuel avec quelques arrêts supprimés pour atteindre 24 arrêts contre 28 aujourd'hui pour gagner quelques minutes sur le nouveau tracé. À noter que les travaux vont commencer dès le mois de mars-avril à partir de Vendeuvre. Les travaux avanceront donc jusqu'à atteindre et c'est une autre actualité. Le 30 km/h généralisé à quasiment tout Nancy, hormis quelques grands axes, une mesure qui doit entrer en service fin juin 2023, alors que 60% de la ville est d'ores et déjà limitée à 30 km/h. À noter que la mairie de Villers-lès-Nancy a pris la même décision quelques jours plus tard. Et on en a déjà parlé du REM, le réseau express métropolitain européen. On en avait parlé au moment de son lancement en décembre dernier. 800 trains supplémentaires autour de Strasbourg par semaine. On avait évoqué les doutes sur la capacité humaine et matérielle de la SNCF. Et les agents nous l'ont bien fait comprendre, et à la région aussi, avec plus d'un mois de grève jusqu'à mi-janvier. Alors sans surprise, le lancement du REM a été une véritable catastrophe. J'ai envie de dire c'était prévisible. Des réorganisations d'horaires qui peinent à convaincre tous les voyageurs, notamment en ce qui concerne les petites gares qui sont pour certaines fermées avec cette réorganisation. Les moyens de la SNCF n'étaient pas à la hauteur, faute de recrutement, et puis surtout un manque crucial de matériel roulant. Les tensions sont énormes sur les effectifs. En Lorraine et en Alsace, c'est pas nouveau. On en avait déjà parlé dans l'émission avec Brigitte Torlotin il y a déjà de nombreux mois, qui nous avait répondu que le problème allait se résoudre dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, c'est pas amélioré, même le contraire. On nous a annoncé que les trains de la région Normandie allaient arriver en 2026. Alors c'est vrai que lancer le projet du REM avant d'avoir les trains, c'est un petit peu particulier. Les trains donc étaient en partie supprimés, retardés, bondés, j'en passe. La presse écrite a notamment rapporté un fiasco total, ou alors un magnifique jeu de mots, le REM-RAM. Des critiques ne manquent pas, une pétition avait même réuni plus de 3000 signatures, et même après cela, la région donc a affirmé récemment que ce n'était ni un problème de personnel, ni un problème de matériel. Alors si vous connaissez la cause de l'échec du REM, n'hésitez pas. La région a demandé à la SNCF quand même de dédommager les abonnés TER avec 3 mois à 50% et la vente d'un demi-million de billets à tarif réduit. Enfin, le Grand Est annonce que des améliorations sont prévues donc dès ce début du mois de février. On ne peut que l'espérer pour les usagers. Allez, une actu plus légère pour finir. Un bébé est né dans le TGV à la gare de Lorraine TGV il y a un peu plus d'une semaine maintenant. C'est dingue parce que dès ses premiers instants de vie, il a réussi à mettre le bazar sur la ligne TGV avec des retards d'1h30. Bravo à lui. Allez, dans quelques instants, on reparle bien sûr de la gare de Pagny et du chemin de fer dans la région. Dans quelques instants sur RCN. Passez une très bonne journée. Il est 11h30. Le club des Ferrovipates sur RCN. Martin Gros-Demange. Et toujours en compagnie de Jean-Marie Vance, historien en tout cas sur la gare de Pagny et donc de village de Pagny. On a parlé il y a quelques minutes déjà de la partie d'occupation allemande entre 1870 et 1914. Là, on va partir sur la deuxième période entre 1914 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de l'émission, donc, nous ferons un point sur le Conseil d'orientation d'infrastructure. Je vous parle de ça, du dernier rapport sur les investissements à réaliser en matière de transport. On en parle donc d'ici midi. Soyez les bienvenus dans le Club des Ferrovipates. Le club des Ferrovipates sur RCN. Avec Martin. Et on va commencer déjà par parler du transport de marchandises, parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler dans la première partie de l'émission. Je voulais revenir tout d'abord là-dessus. Déjà, il y avait un énorme trafic aussi marchandises. J'ai noté... il y avait donc les marchandises ont été on va dire le tonnage de marchandises multiplié par 5, et tout ça passait par Pagny. Une grande partie passait par Pagny. Alors donc nous avions, puisque les mines de charbon de la Moselle avaient été confisquées par l'Allemagne, donc la France devait importer du charbon
du nord de la France et de la Belgique, d'où l'utilité de la ligne de chemin de fer qui longeait la frontière. Alors, on importait aussi du coton qui passait par Pagny pour alimenter les tissages des Vosges. Alors, les exportations, c'était essentiellement du vin. Bon, la région de Pagny et la vallée de la Moselle étaient à Pagny et était réputée pour le vin, donc il y avait beaucoup de vin qui partait vers là-bas. Et la viande, parce que la viande, quelle que soit la viande, ou le porc, ou le bœuf, la viande était moins chère en France qu'en Allemagne. Conséquence, il y avait des exportations. Et les employés allemands avaient droit à passer régulièrement 1 ou 2 kilos de viande sans être surtaxés. Voilà. Alors, je voudrais mentionner différents incidents qui ont eu lieu en gare de Pagny. Et le plus connu est bien entendu l'affaire Schneebler, 1887. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Cette affaire qui a failli déclencher à nouveau une guerre avec la Prusse. Alors, on arrive donc en 1914. Alors, première date importante, 30 juillet 14, mobilisation partielle de l'armée. 1er août, mobilisation totale, donc il faut réagir. Alors, c'est pourquoi, dès le 31 juillet, les employés de chemin de fer de la gare de Pagny, les employés de la Compagnie de l'Est, bien entendu, et les réservistes, garde-voies, tout ça, sont repliés sur Épinal. Parce qu'une des volontés de l'état-major, c'était de récupérer l'Alsace-Moselle. Et Épinal était un centre très très important au niveau ferroviaire parce que ça pouvait alimenter la ligne vers Mulhouse et pour reprendre, voilà. Alors, donc, dès le 31 juillet, donc les agents de la Compagnie de l'Est sont repliés sur Épinal et à partir du mois d'août, donc, il y a différentes escarmouches qui auront lieu à Pagny jusqu'à l'occupation définitive de Pagny le 31 août jusqu'au mois de novembre, 31 août 14 jusqu'au mois de novembre de 1918. Alors, voilà. Donc, quand la guerre a été déclarée, Pagny a été occupé dès le 31 août 1914. Jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre, donc. Et les voies ont été démontées par les Français, il me semble. Alors, oui, les agents de la Compagnie de l'Est avaient démonté un certain kilométrage, je ne me rappelle plus exactement, de voies en amont de Pagny, c'est-à-dire entre Pagny et Novéan. Ceci pour retarder l'arrivée des Allemands, bien sûr. Mais bon, les Allemands ont réparé tout ça vite fait. Oui, en quelques jours. Voilà. Je voulais revenir là-dessus aussi. J'ai appris qu'au niveau de Pagny, les Allemands ont conçu une nouvelle ligne de 60, donc avec 60 cm de largeur, donc c'est très très peu, pour des raisons militaires. Oui, alors, donc, si vous voulez, Pagny, c'était la limite de l'avancée allemande avec le chemin de fer. Parce que, bon, ils sont allés jusque Dieuloir, Notre-Dame-des-Airs, le Bois-le-Prêtre et tout ça. Mais Pagny était devenue une gare particulièrement importante parce que c'est là qu'arrivait le matériel. Matériel de guerre. Et à partir de la gare de Pagny, il y a très vite, les Allemands ont construit ce qu'on appelle une voie de Decauville, c'est-à-dire une voie de 60 une voie métrique, qui emmenait les munitions jusque dans la forêt de Beaumais, et par là, elles transitaient par un
téléphérique, enfin, télé-machin, quoi, Oui. jusqu'à la gare allemande qui était sur le plateau de Prégny. D'accord. Alors, en plus, à Pagny, il y avait donc un centre de tri des blessés. Mhm. Hein. Donc, les officiers, tout ça, les décédés et les grands blessés Revenez sur Pagny. étaient rapatriés à Pagny et ils étaient rapatriés en Allemagne. D'accord. Hein. Les blessés graves et les morts étaient enterrés dans un cimetière qui avait été installé à Pagny. En novembre, donc justement en 1918, la guerre est terminée et en 1919, la gare gagne une nouvelle fonction. Alors, il faut dire que les Allemands ont évacué, donc en novembre 1918, les Allemands ont évacué la plupart des Pagnotins, si bien au moment de l'armistice, le 11 novembre, il devait rester à Pagny une bonne vingtaine de personnes de Pagny. Tous les autres avaient été expulsés en Belgique. Et bien entendu, quand ils vont revenir, ils vont retrouver le village complètement détruit par la guerre. Détruit, etc. Ouais. Parce que donc en 1919, il y a un triage qui se met en place. Donc là, tout un service de marchandises. On en avait parlé. Donc c'est les Allemands qui avaient construit tout un faisceau de voies pour faire tout ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là pendant les guerres, pendant l'occupation allemande. Et finalement, eh bien, ce sont les Français qui s'en servent. Ils s'en servent après la guerre. Donc il y a un faisceau de... Bon, il est très très visible parce que... Il y a beaucoup de voies, une vingtaine de voies, il me semble. Oui. Et il y avait ce qu'on appelait la butte, c'est-à-dire que les wagons, les trains, en fonction de leur destination, étaient faits à Pagny. C'est-à-dire que les wagons, il y avait une butte et un employé de chemin de fer qui annonçait sur quelle voie. Alors donc il y avait un triage qui orientait les wagons sur telle ou telle voie, et voilà. Donc justement, pendant cet entre-deux-guerres, lié à cette activité qui s'est développée, cette activité de marchandise, il y a une sorte de cité cheminote qui s'est développée sur Pagny à ce moment-là. Alors, c'est pas une sorte. C'est vraiment des cités. Alors, en particulier, il y avait des cités en pierre qui ont été construites le long de la route, dans l'emprise des terrains de la Compagnie de l'Est. De la Compagnie de l'Est, puisqu'on ne parle pas encore de SNCF. Oui, c'est arrivé plus tard. Alors, il y avait tout un tas de cités où il y avait 4 logements le long de la route et de l'autre côté de la route. Et surtout, il y avait des baraques en planches qui ont été construites pour les employés de chemin de fer. Alors, et, bien entendu, pour alimenter en eau tout ça, il a fallu construire un château d'eau en hauteur, au-dessus des cités, pour alimenter en eau. Et ces cités, il en reste encore le long de la route. Et la municipalité, dans les années 2015, on a fait, si vous voulez, j'étais à ce moment-là adjoint, et on a fait classer ces maisons, ces cités, de façon à ce qu'elles ne soient pas détruites pour mémoriser le patrimoine du chemin de fer. Voilà. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains arrivent, les Allemands quittent Pagny dans la précipitation, et c'est là où ils ne laissent pas tout intact. Il y a eu pas mal de destruction, mais il faut dire aussi que les Américains sont arrivés très vite par partie au cours, et donc les Américains ont occupé Pagny, et il y a eu un gros problème, c'est la traversée de la Moselle. Et à ce moment-là, Patton, qui était il voulait arriver le premier en Allemagne, donc il réclamait de l'essence parce que il y avait une
pénurie d'essence chez les Alliés. Et il a réussi à faire passer les troupes allemandes au niveau d'Arnaville. Il y a eu 2 tentatives, donc une à Dorno. Il y a eu plusieurs centaines de morts, de tués, et à Arnaville, ils ont mis un nuage artificiel et ils ont réussi à passer, et de là, ils sont... Et c'est à ce moment-là que la deuxième gare de Pagny, donc cette énorme gare frontière, a été incendiée par les Allemands au moment où ils repartaient, en 1944. Voilà, alors, la gare a été incendiée avec l'école, donc c'était les bâtiments publics. Alors, il fallait bien une autre gare, donc il y a eu une gare en bois qui a été construite à la va-vite. Et moi, j'ai encore connu cette gare, puisqu'elle était... elle a été remplacée milieu, il me semble, des années 60. C'est ça, par la gare actuelle. La gare actuelle, donc la quatrième. Il y a eu 4 gares. Il y a eu 4 gares qui se sont succédées, qui se sont suivies. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé au niveau de Pagny, au niveau ferroviaire. Et puis si on réélargit un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gardé de l'occupation allemande notamment ? Eh bien, on garde qu'en Alsace, surtout, les trains roulent à droite, toujours. Et ça, c'est les Allemands qui, eux, roulent à droite. Et en France, nous, les trains roulent à gauche. Ça, c'est un héritage, justement, de cette occupation allemande. Alors, permettez-moi d'intervenir, parce que, en fait, Pagny a... Le pôle SNCF est toujours très important. Oui, c'est vrai. Puisque c'est à Pagny qu'a été édifié le système de commande à distance du TGV. De toute la LGV Est. Toute la LGV, tout simplement parce que c'était un ancien cheminot qui avait servi donc à la gare de Pagny, qui avait de bons souvenirs, et il a fait tout pour la commande à distance, et il y a aussi maintenant un deuxième bâtiment pour la signalisation de tout l'Est de la France. De tout l'Est de la France, qui est à Pagny. Donc, c'est resté en quelque sorte une cité cheminote, mais avec beaucoup moins d'agents. Voilà. Donc Pagny reste toujours, en tout cas, marqué, ancré, donc toujours dans le ferroviaire. C'est pour ça qu'on voulait principalement en parler dans cette émission. On revient dans quelques instants sur RCN. Je vous parle, pour finir cette émission, du rapport du Conseil d'infrastructure qui a publié son dernier rapport il y a quelques jours. Allez, on va conclure cette émission par un rapport, un rapport du Conseil d'orientation d'infrastructure qui publie chaque année un rapport sur les besoins et l'état de nos infrastructures de transport, notamment et surtout les transports ferroviaires. Alors, autant le dire tout de suite, le rapport est assez inquiétant et tire la sonnette d'alarme. Alors, c'est un rapport de 200 pages, donc je me suis farci le rapport la semaine dernière, donc il fallait que j'en parle un minimum pour rentabiliser les quelques heures passées dessus. Alors, déjà un point sur ces dernières années au niveau ferroviaire. Ils indiquent donc qu'il y a un réel sous-investissement depuis les années 90, c'est pas nouveau, dans les années 2015. On pointe aussi souvent les décisions lentes des projets qui traînent trop dans les tiroirs des décideurs, souvent manque de financement. Donc manque de financement surtout, et aussi manque de moyens humains. Il y a quand même quelques points positifs, quelques améliorations, notamment au niveau du développement du fret, du transport de marchandises. On est autour de 35,8 milliards de tonnes au kilomètre. C'est le meilleur résultat depuis 2015 quand même. Donc la part de transport de marchandises qui se réalise sur le rail, c'est déjà quasiment 11%. Bon, on le rappelle, dans les années en 74, cette part atteignait 74%, donc atteignait 46%, donc finalement ça reste assez peu. Alors le train reste compétitif, ça permet de mettre 30 camions sur un train, donc c'est quand même avantageux. Au niveau des services voyageurs, on note quand même quelques ouvertures de 2-3 petites lignes, et puis une reprise donc de la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros par l'État. Alors au niveau des infrastructures, il y a un retard d'à peu près de 25 ans qui a été chiffré, de retard d'entretien à rattraper. C'est indispensable pour la survie de certaines lignes et puis pour maintenir une qualité de service suffisante. Alors le rapport indique, je cite,
La régénération des infrastructures et de modernisation reste certes politiquement moins attractive que les investissements neufs. Il faut cependant avoir le courage d'en faire la première des priorités politiques publiques. Il faut en effet un véritable changement d'échelle pour rattraper ce retard perdu. Parce qu'aujourd'hui, on note quand même 1100 km de voies assez importantes en termes de trafic qui sont limitées en vitesse en raison d'un état trop dégradé de la voie, ce qui est assez inquiétant. Puis une modernisation permettra plus de sécurité, éventuellement plus de trains également, si jamais donc les systèmes sont modernisés. Même Jean-Pierre Farandou, un PDG de la SNCF, avait demandé il y a quelques mois 100 milliards d'euros d'urgence pour effectuer les travaux nécessaires à l'entretien du réseau. Et pour comparer, j'avais trouvé ces chiffres. L'Italie a annoncé récemment d'ailleurs un plan de 190 milliards d'euros d'ici 2030 dans les infrastructures et surtout dans les infrastructures de transport. Et pourtant, on va dire la longueur du réseau italien est 40% moins grand que celui qu'on a en France. Et puis les Français ne payent pas grand-chose quand même, comparé aux Italiens au niveau on va dire, chaque année, un Français paye environ 45 euros par an pour nos infrastructures de transport. En Italie, on est à 103 euros, 120 euros en Allemagne. Donc finalement, comparé à la longueur du réseau, il y a quand même un sous-investissement. Et puis c'est donc indispensable aussi d'effectuer ces travaux dans une idée de transition écologique, report modal. Le CEI, donc le Conseil d'infrastructure, estime qu'il s'agit d'un très long et important flux de travaux et de perturbations qui demandent une planification dans la durée. Donc ça ne va pas être très plaisant pour les voyageurs, mais en tout cas c'est nécessaire. Il faudra arriver en 2030 à 5 milliards d'euros d'investissement par an pour rattraper entièrement le retard sans stopper en parallèle le développement du réseau. Et puis si jamais on ne fait rien aujourd'hui, on arriverait à peine à stabiliser l'âge de la caténaire à 65 ans. Normalement, une caténaire, donc le câble qui permet d'alimenter le train en énergie, ça dure 60 ans. Donc déjà là, c'est compliqué. Et puis tout ce qui est aiguillage aussi, c'est également très vieillissant, tout comme la signalisation. Alors, au niveau des RER métropolitains, on en a parlé. Il y a le REM, celui de Strasbourg. Il y a plusieurs projets intéressants selon le rapport, mais je cite une maturité encore le plus souvent faible. En effet, il faut des études qui coûtent cher. Également, rien que celui du sillon lorrain entre Luxembourg, Metz et Nancy, il coûterait 700 millions d'euros. Et il faut trouver les financements. La région n'a pas toujours les moyens. Alors il y a d'autres recommandations, je vous les donne, notamment on note quand même une amélioration, une meilleure prise en compte des CPER, les contrats plans État-région, c'est un peu les plans qui dictent finalement les projets prioritaires à faire dans les 5 prochaines années. Et puis donc on parle aussi au niveau des routes d'objectifs de moins de véhicules, des voies réservées au transport en commun, notamment sur les autoroutes, le développement des gares routières, des parkings relais aux abords des grandes agglomérations. Et puis il faut adapter aussi les routes au changement climatique pour plus de résistance. J'en parle parce que c'est aussi valable dans le ferroviaire. Chaque été c'est compliqué, des trains ralentissent parce que ça supporte mal la chaleur. Donc conclusion, attendre plus et ne pas investir, ça va vraiment poser un très gros problème pour nos infrastructures de ferroviaire. Donc voilà, c'était un rapport pas super encourageant, mais en tout cas, le mot d'ordre est lancé. Il faut investir. Voilà, ça c'était pour finir cette émission par une note très positive, toujours. Je voulais quand même signaler, donc Jean-Marie Vance, vous écrivez toujours depuis plus de 40 ans, il me semble, Les Villages Lorrains, donc un ouvrage donc trimestriel sur l'histoire de Pagny-sur-Moselle et des villages... et les villages alentours. Qui touchent voilà. Pagny. Et petite satisfaction, on a été primé par l'Académie Stanislas l'année dernière. Voilà. Donc il y a les villages lorrains. Et puis je voulais signaler un ouvrage par rapport au thème qu'on a traité aujourd'hui. Les chemins de fer impériaux d'Alsace-Lorraine. Un livre de Jean-Georges Trouillet qui rappelle donc tout ce qui s'est passé, un bien bel ouvrage. Et puis il y a encore un autre ouvrage aussi, on en a parlé rapidement, de la ligne de Rémilly à Pont-à-Mousson, écrit par Jérôme Missely et Jean-Claude Lumet, un bel ouvrage donc sur l'histoire de cette ligne très éphémère tout de même. Merci beaucoup Jean-Marie Vance d'avoir partagé vos connaissances. Et puis je signale que au niveau de la vidéo de l'émission qui sera disponible, il y aura donc notamment des illustrations de cartes postales qu'on insérera donc dans cette vidéo collection, votre collection, donc pour illustrer donc cette longue histoire
de la gare de Pagny. Moi, je vous retrouve non pas le mois prochain, je fais une petite pause, je vous retrouve dans 2 mois sur une grande émission sur la disparition du tram de Nancy. Je vous en dis pas plus, on se retrouve donc début avril. Je vous souhaite une très bonne fin de... oui, quasiment midi, en tout cas une belle après-midi à l'écoute des CN. On se retrouve au mois d'avril. Passez une très bonne journée.